Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. J'ai eu le plaisir de recevoir Sylvie Portas, consultante formatrice en développement des compétences, praticienne en psychopédagogie et en intégration des réflexes primitifs. Elle a également exercé les fonctions de directrice des ressources humaines qui a pu la sensibiliser aux risques psychosociaux. C'est pourquoi elle accompagne notamment aujourd'hui des personnes en situation de burn-out ou qui ont vécu des burn-out. Et c'est à travers de ces différentes casquettes que Sylvie contribue à créer des possibles. Dans cet épisode, j'ai voulu aborder avec elle l'épuisement physique et psychique auquel nous pouvons être confrontés, sans même nous en rendre compte parfois. Alors cet épisode est une invitation à écouter son corps et les signaux qu'il nous envoie pour prendre soin de soi. Bonjour Sylvie et merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, bonjour Sophie, bonjour à chacun des auditeurs et des auditrices. Merci pour cette invitation également. Alors, pour commencer, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel ? Alors, je dirais en relation un peu avec le sujet du jour, l'optimisme. Alors, juste préciser quand même ce que je mets derrière le mot optimisme, puisque souvent j'entends opposer optimisme et réalisme. Comme si l'optimiste ne voyait pas la réalité. Or, pour moi, en tout cas, l'optimiste, il voit la réalité des choses, sauf qu'il va porter un regard de confiance. Il va porter un regard, en tout cas, constructif. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'optimisme, on peut avoir tendance à regarder les petits et les grands bonheurs au quotidien, mais on peut être aussi amené, en tant que personne optimiste, ou en tout cas avec cette caractéristique-là, à regarder les émotions, les situations qui sont inconfortables, difficiles. La seule chose, c'est qu'on va le regarder en y voyant une opportunité ou une occasion d'avancer, de grandir, d'apprendre. Voilà, donc je dirais l'optimisme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, le burn-out, est-ce un effet de mode ou une réalité que nous n'avons pas toujours envie de voir ? Alors, c'est vrai que on pose régulièrement cette question de l'effet de mode, mais que ce soit pour le burn-out, le haut potentiel, la haute sensibilité, les nouvelles approches de développement personnel, les troubles des apprentissages. C'est vrai que ce sont des sujets dont on parle de plus en plus, et donc le burn-out aussi depuis quelques années. Je ne dirais pas que c'est un effet de mode. Alors, on en parle plus, on a accès à plus d'informations. Moi, ce qui me dérange dans l'effet de mode, par exemple, ça serait le risque de conclure à un côté très péjoratif. Ah ben c'est à la mode, donc c'est à la mode, c'est pas sérieux, donc ça n'a pas de valeur. Ce qui me semble intéressant, c'est de se dire, donc le burn-out, c'est en effet une réalité, et qu'on n'a pas toujours envie de voir aussi. C'est une réalité, mais pour pas aller regarder ce qui est en tout cas pour ne pas le réduire à un effet de mode, je pense que ce qui est plutôt intéressant, c'est de se dire finalement quels sont les bienfaits. Le fait d'en parler plus, ça a des bienfaits. Ça permet aux personnes déjà d'être sensibilisées sur le sujet, du coup aussi d'avoir des clés pour identifier ce que c'est, pour pouvoir éventuellement du coup aussi mettre en place des actions d'accompagnement intéressantes. Donc ça c'est important d'en parler. Et à la fois, je dirais qu'on peut toujours prendre les précautions pour être toujours du côté du discernement, en se demandant, mais finalement, quel est le risque à en parler trop ? Et là, les risques qu'on pourrait voir aujourd'hui, c'est parce que on peut être amené à en parler sans prendre de précautions, sans étayer les propos, en voyant des fois des informations très contradictoires. Et du coup, voilà, le risque pourrait être celui-là, ce qui peut faire qu'on ait l'impression que c'est un effet de mode. Un autre risque, c'est l'effet Barnum, qui est un biais cognitif qui nous amène en fait à se reconnaître lorsqu'on entend une description, à se reconnaître là-dedans. Et donc, alors c'est bien de pouvoir se reconnaître dans les caractéristiques du burn-out si on est concerné, mais si on ne prend pas le soin d'aller un peu plus loin, le risque, c'est qu'on passe à côté de son vrai problème, de son vrai besoin, et donc d'un accompagnement qui soit le plus ajusté possible.
Voilà, donc c'est vraiment pour poser cette histoire autour des effets de mode. Et oui, on en parle de plus en plus. Ceci dit, aujourd'hui, le burn-out, il y a, alors même si on n'a pas d'échelle officielle qui permette de mesurer, il y a quand même plusieurs études qui montrent l'accroissement de burn-out. On dit qu'il y aurait 2 millions de salariés dans les dernières données que j'avais pu voir, sans compter le burn-out parental, on peut en parler aussi, et le burn-out chez les enfants et les jeunes qui augmente. Et c'est vrai qu'avec la situation sanitaire, ça a été semble-t-il amplifié. Et donc, même sans aller du côté des chiffres, on voit bien que de toute façon, au regard de nos contextes sociétaux, de notre mode de fonctionnement, des stimulations que l'on a dans notre quotidien, eh bien oui, il y a quand même, on peut constater de l'épuisement et on voit bien, et je dirais que c'est pour ça aussi qu'on en parle plus, très probablement. Et on dit souvent que le burn-out se produit insidieusement. Alors concrètement, comment se manifeste-t-il dans notre corps ? Alors, en effet, le burn-out, il n'émerge pas du jour au lendemain. Même si on peut avoir cette sensation qu'il survient brutalement, puisque il peut y avoir des réactions physiques, psychiques, vraiment, je dirais, qui viennent faire stop et alerter. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait sentir ce côté un peu brutal. Et pourtant, le burn-out, il se prépare. Il est là, il est présent. J'aime bien ce terme d'insidieux parce qu'il y a un petit peu de ça là-dedans. Là où notre mental, il pourrait passer à côté parce qu'en fait, il se met en mode survie, pilotage automatique. Notre corps, lui, il va nous manifester sa précieuse sagesse. Tout en mettant en œuvre, il va tout mettre en œuvre en fait pour nous prévenir, nous alerter, nous dire. Sauf qu'on n'a pas toujours appris à entendre ce corps-là et ces alertes-là. Pourtant, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup au mental et le corps, lui, il envoie de nombreuses informations sensorielles à notre cerveau, donc il est aussi pilote, il est vraiment important. Et donc pour répondre à ta question sur comment il se manifeste dans le corps, peut-être juste définir ce que c'est le burn-out. Alors c'est vrai que littéralement le burn-out, ça se traduit par se consumer, comme une bougie pourrait se consumer petit à petit et s'éteindre. On voit bien le processus du burn-out là. Malgré le fait qu'on en parle depuis une quarantaine d'années, donc il y a des gens qui s'intéressent à ces sujets depuis bien longtemps, donc ce n'est pas récent et c'est pour revenir sur l'effet de mode. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus et il y a quand même des difficultés à le définir. Tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de le définir. Tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, il y a encore beaucoup de questionnements. En revanche, on peut s'appuyer sur, par exemple, la Haute Autorité de Santé, qui elle la définit non pas comme une maladie, mais comme un syndrome. Et un syndrome qui va regrouper un ensemble de symptômes caractéristiques d'une maladie, d'un état. Mais voilà, pas comme une maladie, mais plutôt comme un syndrome. Et du coup, c'est sûr que le burn-out, on pourrait l'apparenter à vraiment un épuisement qui peut être physique, émotionnel, mental, et qui va résulter d'un investissement prolongé dans des situations exigeantes. En vrai, c'est comme si, lorsqu'on se confronte tous au stress, c'est complètement normal, sauf que lorsque ce stress, il est intense et prolongé, eh bien, on peut aller progressivement comme ça et insidieusement vers le burn-out. Et alors, comment le corps, il nous prévient ? Eh bien, comme je disais, il est drôlement intelligent, il a une réelle sagesse et il va nous prévenir grâce à des réactions physiques. Il peut nous prévenir par des réactions physiques, une grande fatigue, les migraines, des problématiques de peau, des nausées, des douleurs, des raideurs, des tensions. Tout ce qui va être lié aux troubles du sommeil revient régulièrement, des troubles alimentaires, les addictions aussi, qui à ce moment-là peuvent accroître, et l'anxiété, qui va se manifester aussi par le biais de ces réactions souvent. En fait, les mots MAUX, ils vont inviter à aller poser des mots. Et donc, on a en tout cas ces réactions physiques. Mais il y a aussi, j'aime bien être invité à être attentif aussi à nos émotions.
Parce que nos émotions, c'est vrai que l'émotion, alors elle n'est pas dans la tête, hein, ce n'est pas avant tout l'émotion, c'est une réaction biologique. Donc on revient là au corps, c'est une réaction physique, biologique et qui se manifeste par des sensations corporelles là, elles qui nous traversent. Et elles nous traversent assez rapidement. Après, bien évidemment, on va en faire quelque chose avec nos pensées, hein, ça c'est certain, mais en tout cas, elles viennent nous alerter de quelque chose et chaque émotion porte un message sur un besoin qui n'est pas entendu ou un besoin à prendre en charge. Et donc, quand on arrive à des stades d'épuisement, en tout cas, je trouve que les émotions viennent nous manifester aussi quelque chose. Parfois, en situation de stress, on cumule plein de choses, on contient plein de choses pour éviter d'écouter ces émotions, pour les identifier, les exprimer. On les garde là, bien au chaud, jusqu'au moment où ça déborde parce elles sont là et on a besoin d'aller les accueillir et de les entendre déjà. Donc voilà. Donc des réactions physiques comme ça, des réactions liées en tout cas grâce à nos émotions, grâce à nos réactions physiques, on peut arriver à identifier le burn-out et en même temps, on peut avoir toutes ces réactions que je viens de décrire là et être en contact avec ses émotions, ça c'est complètement normal, sans pour autant être en burn-out. On vit tous des périodes d'épuisement, de fatigue, je dirais plutôt, ou de fatigue qui peut durer un petit peu. On peut être tous confrontés à une intensité émotionnelle. Là, je n'irai pas plus loin sur ce sujet, mais on pourrait complètement ouvrir le sujet lié aux personnes hautement sensibles ou aux profils neuroatypiques en lien avec la notion d'épuisement. Parce qu'en fait, il y a des caractéristiques qui font que pourrait être beaucoup plus touché par ce sujet-là. Et j'insiste juste sur un point par rapport à ce que tu viens de partager avec nous, cette idée en fait pour le burn-out est aussi une invitation quand il pointe son nez justement insidieusement à porter une écoute active en fait sur ce qui se passe dans notre corps et justement ça passe notamment par ses émotions. Donc d'où l'intérêt aussi de porter une attention, comme tu disais, particulière aux émotions, puisqu'elles sont là pour nous dévoiler des messages. En fait, elles sont porteuses de messages. Et du coup, c'est vraiment ça aussi, c'est porter une attention en fait aux signaux en fait qui peuvent tout doucement émerger, qui deviennent de plus en plus forts finalement, parce que plus tu les étouffes en quelque sorte, plus en fait elles vont être de plus en plus fortes et les signaux vont sûrement augmenter du coup. Oui, elles vont toquer à la porte, hein, ça c'est certain. Et puis si on les entend, si on n'écoute pas et on n'ouvre pas la porte, elles vont continuer à toquer à la porte jusqu'au moment où ça va devenir tellement fort que là elles vont pas laisser le choix, je dirais. C'est ça. D'où le côté aussi intense. C'est pour ça quand on dit est-ce qu'il arrive, oui, on peut avoir la sensation que le burn-out c'est quelque chose de brutal. Parce qu'à ce moment-là, ça va devenir brutal. Ouais, parce que justement, il y a cette accumulation en fait de charge émotionnelle qui fait qu'à un moment donné, c'est tellement trop que boum. Ouais. Et est-il possible de vivre un épuisement physique et psychique sans s'en rendre compte, justement? Je dirais que oui. Tout à l'heure, je disais que notre mental, il était fort pour nous permettre de nous suradapter. En fait, si on regarde notre système nerveux a la capacité de se mettre, pour réagir au stress, en mode attaque ou en mode fuite. Et donc, je dirais que là, dans ce cadre-là, on peut réagir en mode attaque, en mode fuite, jusqu'au moment où le corps, lui, va venir, comme même notre système nerveux, va venir nous rappeler à l'ordre et nous dire stop. Donc, j'aime bien faire ce parallèle avec une machine, même si nous ne sommes pas mais une machine, elle peut fonctionner à plein régime, tout le temps. Elle peut montrer à force de fonctionner à plein régime, elle peut montrer des signes d'usure, et pourtant elle peut continuer à fonctionner jusqu'au moment où une panne arrive. Et là, en général, quand cette panne arrive, il peut y avoir une réelle impossibilité de relancer la machine. Mais je dirais que pour nous, c'est un petit peu la même chose en tant qu'humain. On a des facultés d'adaptation qui vont être variables d'une personne à une autre, de profil à un autre, et d'une histoire à une autre. Et pourtant, on peut fonctionner. On peut fonctionner avec des douleurs, on peut fonctionner avec du stress, on peut fonctionner avec des conditions inconfortables, voire très difficiles.
Toutefois, lorsque ces conditions, ce stress, ces douleurs, elles ne disposent pas d'espace pour pouvoir se poser, se reposer, se régénérer, se ressourcer, se réénergiser, ou si on n'a pas d'espace pour transformer des choses qui devraient l'être, eh bien là, notre corps et notre cerveau, ils vont dire stop à ce sur-régime qui est absolument pas écologique pour lui. Ouais. Et ça, c'est important, ce côté écologique, comme tu dis. Ouais. Et selon toi, quelles sont les croyances qui peuvent se cacher derrière un burn-out et justement nous empêcher de nous arrêter à temps? Alors, il y en a des croyances. En tout cas, si je fais référence aux expériences personnelles et professionnelles, j'ai pu, autour de cela, j'ai pu identifier alors des croyances du type sois fort, sois parfait, fais plaisir, dépêche-toi, fais des efforts. En fait, là, je parle des messages contraignants dont on parle en analyse transactionnelle. Ces messages, c'est des messages en fait qui nous conditionnent très souvent depuis l'enfance, sans forcément en prendre conscience. On les appelle en analyse transactionnelle les drivers, donc c'est-à-dire des pilotes. Et derrière, en fait, chacun, on va pouvoir faire du lien. Si on regarde le soi fort, on peut avoir entendu régulièrement des il faut être courageux, ou c'est ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Un garçon ne pleure pas. En fait, toutes ces phrases qui, du coup, nous apprennent à ne pas montrer nos émotions, à nous débrouiller seuls, à avoir des difficultés à montrer sa vulnérabilité. Alors, comme tout, il peut y avoir des bénéfices à cela, parce que, bien évidemment, le soi fort, il invite aussi à résister à la pression et à être, je dirais, assez doué pour trouver des solutions. Donc, il a aussi ses vertus. Mais voilà, à contrario, il pourrait amener, en tout cas, à mon sens, vers quelque chose. En tout cas, il pourrait contribuer à aller vers cet épuisement lorsqu'il est là de manière si intense. Après, on a le soi parfait. Alors, le soi parfait, on peut avoir entendu des discours tels que tu peux mieux faire, c'est pas mal, mais je m'attendais à mieux. Ou on peut soi-même se le dire aussi. Et du coup, on peut basculer assez vite dans du perfectionnisme, dans l'exigence, dans l'insatisfaction, dans la peur du jugement, dans le besoin de contrôler, de tout contrôler. Donc, dans les bénéfices, là aussi, ça amène souvent une capacité quand même de travail non négligeable et parfois des réalisations de qualité. Ça peut avoir du bon, mais on voit bien que ça peut être complexe et c'est pour ça que le perfectionnisme, ce n'est pas souvent on veut le poser comme quelque chose comme une qualité et en réalité, ça peut être source de grandes difficultés, voilà, ou de souffrance. Dans le fait plaisir. Alors le fait plaisir, on peut avoir entendu des discours tu me fais de la peine, ne sois pas égoïste, sois gentil. Et du coup, cela peut générer aussi la peur de décevoir, d'amener à chercher l'approbation en permanence par rapport aux choses, de ne pas savoir dire non, de se sentir envahi par les autres. Et ça, on le retrouve aussi dans des situations qui amènent à l'épuisement, quand on est en permanence dans cette incapacité de dire non, avec cette peur de décevoir et donc d'en faire toujours plus. Voilà, on peut se sentir envahi par ça. Les bénéfices, sans nul doute, on pourrait parler de l'empathie et l'altruisme, puisque bien évidemment, ça amène une présence à l'autre. Après, on a le dépêche-toi. Alors, le dépêche-toi, on peut l'avoir entendu, tu es trop lent, arrête de traîner. Et du coup, cela, ça peut inviter, quand on entend ces messages contraignants régulièrement, à se mettre beaucoup de pression et à faire toujours plus ou à prendre en charge des choses au-delà des limites. Donc, du coup, je vois plus mes limites, je prends. Dans les bénéfices, ça amène parfois à des exécutions rapides des choses, une réactivité intéressante et qui est souvent appréciée. Mais dans ces effets moins agréables, moins confortables, on pourrait en arriver à des dérives entre guillemets. Alors en tout cas, à ne pas être à l'écoute déjà de ses limites.
Et dans le fait des efforts, on peut avoir entendu des à vaincre sans effort, on triomphe sans gloire, donne-toi du mal, on n'a rien sans rien, sans souffrance il n'y a rien. Et donc, parmi les difficultés repérables, une tendance peut-être à parfois compliquer les choses, avoir peur de la critique, le fait que pour réussir, il faut forcément souffrir, forcément que ce soit très dur. À contrario, dans les bénéfices, dans ce fait des efforts, eh bien, ça amène quand même du côté de la persévérance, de la patience. Donc, voilà, on peut voir aussi son côté intéressant. Voilà, donc, je dirais que derrière le burn-out, en tout cas, moi, ces phrases-là, elles résonnent plutôt bien. C'est pour ça que je les partage là. Je les vois régulièrement dans mes accompagnements. Et c'est souvent, en fait, ça qui amène, qui empêche de nous arrêter à temps. Voilà, en tout cas, il y a souvent des raisons derrière autour de cela. Ouais. Et qui peut justement bloquer cette écoute de soi, en fait, parce que c'est ça, c'est qu'en fait le driver, ce que tu as pu justement partager avec nous, va être tellement fort, j'allais dire, je vois ça comme comme si tu mettais le son plus fort. En fait, le son est tellement fort que du coup, j'allais dire les sous-sons, les sons en arrière-fond, en fait, on les entend plus. Et ouais. Et puis c'est comme tout, ça peut, comme tu disais, il y a des bénéfices à ça. Oui. Effectivement, c'est ce qui peut nous permettre d'être persévérants, de ne pas lâcher, d'être déterminé plutôt, etc. Mais tout dépend, en fait, le son. En fait, c'est toujours une question d'équilibre, je me dis finalement. Oui, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'aime bien parler à la fois des difficultés que cela apporte, mais aussi des bénéfices, parce que voilà, j'ai pas tendance à mettre le ou, je mets souvent le et. Parce que je pense que ça nous constitue aussi et que c'est intéressant. Là, je parlais notamment du perfectionnisme. C'est certain que lorsqu'on réalise des choses et qu'on a un retour, une reconnaissance posée par cela, forcément, peut-être que on va être un petit peu plus happé par cette reconnaissance-là, au risque de ne plus écouter ces autres sons qui sont là et qui viennent nous dire quand même autre chose. Tout à fait. Donc oui, une histoire de déséquilibre et d'équilibre là-dedans, en fait. Exactement. Qu'est-ce que je fais dans ce déséquilibre ? Ouais, exactement. En fait, c'est une invitation au rééquilibrage, en fait. Ouais. En quelque sorte. Et par quelles étapes doit-on nécessairement passer pour sortir d'un burn-out et se reconstruire ? Alors, donc, juste rappeler que pour moi, en tout cas, toute histoire et toute expérience est vraiment singulière. Voilà. Et donc, c'est vrai que même si ça rejoint un peu l'effet de tout à l'heure, même si en effet, il y a des choses dans lesquelles on peut se reconnaître, il y a toujours à prendre en compte qui l'on est dans sa singularité. Après, il est certain qu'on retrouve quand même dans ces traversées du burn-out, des étapes et je dirais des besoins qui sont associés. Une première étape que je rencontre, qui est présente, c'est ce besoin de faire stop pour se soigner. Alors, j'ose poser le terme de soin là, même si on a dit tout à l'heure que ce n'était pas une maladie. Mais quand même, je pose le terme de soin parce qu'en fonction du stade d'épuisement physique et psychique, les conséquences, elles peuvent être plus ou moins importantes. Et donc, oui, parfois, les conséquences sont tellement fortes qu'il y a besoin de se soigner. Alors, c'est une étape qui peut être très douloureuse, tant à accepter, parce qu'en fait, elle confronte vraiment à une grande vulnérabilité à ce moment-là. Et en plus de cela, elle est beaucoup plus longue qu'on ne le pense. Souvent en burn-out, lorsqu'il y a un burn-out et qu'il y a un arrêt, par exemple, si on est dans l'arrêt professionnel, on se dit bon, ça va être pour un petit moment, ça va être pour un mois. Et puis en réalité, non, c'est beaucoup plus long que cela. Alors c'est une période qui peut durer vraiment de nombreux mois, voire parfois des années pour certains. Tout va dépendre de là où ça a été pris en charge, ça a été accompagné, d'où l'importance de le détecter. Donc on en revient à cela. Ça va être une période vraiment, je dis, le besoin de faire stop pour soigner tout cela, pour retrouver de l'énergie, de l'élan, de la reconnexion à soi, de la reconnexion aux autres aussi, parce que dans les relations, il y a aussi des choses qui bougent dans ces périodes-là.
Et je dirais que c'est vraiment une étape, mais importante pour être accompagné et accueilli par des professionnels qui sont sensibilisés sur le sujet ou par son entourage, avec grande bienveillance. Parce qu'en fait, c'est une étape où on passe du faire à laisser place à l'être. Exactement. J'ai entendu cette phrase plusieurs fois et elle fait sens, je trouve, parce qu'en effet, c'est stop, on arrête de faire. Et là, vraiment, on est dans une étape où on est dans l'être. Et à ce moment-là, on n'est pas dans la capacité à analyser tout ce qui se passe. Pourquoi j'en suis arrivée là? Ah ben oui, j'ai entendu tel message contraignant dans mon enfance. Et non, on n'en est pas là. On est vraiment sur la notion de besoin de base, besoin physiologique. Dormir, s'alimenter, activité physique, on est vraiment à ce stade-là de nos besoins. Après, il y a une deuxième étape où une fois que ça a été, donc c'est plus ou moins long en fonction des personnes et des histoires, eh bien, il y a le besoin de se remettre en mouvement. Et se remettre en mouvement pas à pas. Une personne qui est en burn-out, elle rebascule. Je parlais tout à l'heure de notre système nerveux. Elle va rebasculer dans un réflexe de paralysie par la peur, c'est-à-dire un réflexe de protection qui va éteindre le système. Tout à l'heure, je disais, on peut tenir. Ouais, hop, on est en alarme, en alerte ou en fuite. En tout cas, on va avoir des réactions. Et puis là, quand on est en burn-out, en général, c'est le système qui se met vraiment en mode s'éteint. Et donc, ça va être une période où, à un moment donné, il va falloir se remettre en mouvement quand même. Et ça peut être compliqué. Parce que quand on est dans la phase où je vais pouvoir me remettre, il faut que je me remette en mouvement. On est vraiment sur le il faut à ce moment-là. Eh bien arrive la deuxième question, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est une période très inconfortable parce qu'il y a un tiraillement entre mais il faut que je reparte, il faut que je me remette en mouvement et en même temps, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je me remets en mouvement? Et donc, on sort vraiment de ces réflexes de sécurité qui empêchent la réflexion pour petit à petit regagner justement plutôt là du côté c'est à mon sens cette étape où on doit prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui s'est passé et forcément amener des changements parce que le burn-out, il invite au changement. C'est une étape où il me semble essentiel en tout cas d'aller explorer le pourquoi, le quoi, le comment. Là où on en est, et là avec les éléments que l'on a, on n'a pas conscience de tout. On peut être amené à faire plusieurs burn-out dans sa vie, parfois pour prendre conscience encore d'autres choses. Donc ça existe. Voilà. Donc ce qui est important en tout cas, c'est cette étape où on va commencer à prendre conscience de choses et se dire qu'est-ce que je fais bouger. Et pour là, on a parfois besoin là aussi d'être accompagné sur cette étape parce qu'il y a aussi quelque chose qui est touché dans le burn-out, c'est l'estime et la confiance en soi. Et donc là, il y a quelque chose à aller retravailler, raccompagner, rebooster. Et je dirais qu'il y a la troisième étape, une fois qu'on on a identifié, je sais pas mettre mes limites, j'ai pas mis mes limites dans telle et telle chose, je n'ai pas exprimé mes émotions, bref, on peut aller explorer plein de choses. Et bien, il y a la troisième étape où on va réinvestir quelque chose, on va se remettre en mouvement là concrètement. Et pour cela, cette étape-là, c'est de se remettre en mouvement de manière suffisamment sécure. Et souvent, c'est cette étape où on a envie de retrouver du sens, de remettre de la cohérence. Et ça va passer par l'intégration de changement. Certains vont peut-être retourner, si on est sur du burn-out professionnel, vont peut-être faire le choix de retourner dans leur lieu professionnel et je dirais, c'est souvent, j'ai des personnes suite à un burn-out qui me disent je vais changer. J'envisage la reconversion, donc ça peut être en effet une clé, ou je me lance dans l'entrepreneuriat. Mais c'est pas toujours en fait la bonne réponse, me semble-t-il, pour tout le monde. Pour certains, ça va l'être, pour d'autres pas. Pour d'autres, ça va être tout simplement de retourner là où ils étaient, en fait, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas tant le travail en soi qui ne plaisait pas, c'est la façon dont on a mené des choses, c'est des choses au niveau de l'environnement qui n'étaient peut-être pas adaptées, mais sans remettre non plus la faute uniquement. C'est sûr que l'environnement va amplifier ou je dirais, peut amener vers du burn-out, mais je précise quand même qu'on est aussi, c'est aussi lié à qui on est
Et si je n'ai pas posé mes limites dans certains contextes, eh bien, ce n'est pas de la responsabilité des autres là pour le coup. Il y a aussi quelque chose de ma responsabilité. Alors ça peut être un peu dur ce que je dis là. Non, mais tu sais, je me permets juste de te couper parce que l'image qui me vient, c'est peut-être aussi, comme tu disais, le burn-out invite au changement. Et justement, est-ce que c'est pas justement ce changement de posture, en fait? Tu vois, comment je me positionne finalement? Face justement à l'environnement, parce que comme tu dis, il y a effectivement l'environnement, mais il y a aussi comment je me positionne dans cet environnement, et comme tu le dis si bien, jusqu'à où j'accepte d'aller et jusqu'à où je n'accepte plus d'aller. Et justement, je vais changer aussi ma posture vis-à-vis par exemple de mon manager ou vis-à-vis de mes collègues pour dire par exemple, là, non, je ne vais pas prendre, je vais pas prendre les dossiers que tu ne peux pas gérer ce mois-ci, je vais pas m'en rajouter, je ne peux pas, je vais là, stop, c'est pas possible. Parce que ça arrive souvent où moi je l'ai vécu surtout en cabinet d'avocat, mais où justement les personnes récupéraient des dossiers parce que attends, j'ai un peu moins de boulot là ce mois-ci, donc à la rigueur je m'occupe de tel ou tel dossier, sauf qu'entre-temps on est par exemple le 10 novembre et le 15 en fait j'ai un gros dossier qui tombe, c'était pas prévu, mais comme je me suis dit que j'allais m'occuper du dossier de mon collègue, je me retrouve avec le dossier de mon collègue plus le dossier qui vient de tomber le 15 novembre en plus en urgence, et tu vois, et ça fait bon là c'est un exemple, mais tu vois je l'ai vu, et à la fin du mois t'arrives, t'es épuisé quoi, t'es crevé, t'en peux plus et t'es à cran. Donc c'est aussi ce positionnement-là. Enfin, je me permets juste ce qui me venait en fait, l'image qui me venait. Exactement. Et c'est juste parce que on peut avoir à ce moment-là envie de changer tout l'environnement. Et oui, il y a des choses parfois qui sont nécessaires. Mais ça ne se joue pas uniquement là, en fait. C'est pour ça que parfois j'ai des personnes qui me disent je vais devenir indépendant, je vais me mettre dans l'entrepreneuriat. Alors oui, ça peut être une réponse, mais ça peut ne pas être également une réponse en fonction de qui on est. Surtout qu'on peut tout à fait reproduire exactement les mêmes choses en étant en entrepreneuriat et finir en épuisement et burn-out, d'accord. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'aller travailler sur plusieurs choses. Voilà, c'est surtout ça. Parce que c'est vrai que là je rebondis sur l'entrepreneuriat, c'est quand même, je veux dire, quand on travaille souvent on se dit tiens, je vais être indépendant, je dépendrai de personne, je serai tout seul, mais c'est aussi, et c'est quelque chose à prendre en ligne de compte, c'est qu'en fait on est tout seul, donc on a tout à faire soi-même. Donc justement, si on ne pose pas de limite cette fois-ci avec soi-même, on peut arriver au même résultat que quand on posait pas de limite quand par exemple on était salarié. Donc c'est très très important effectivement, donc je le souligne parce que c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Il va être du coup important et primordial d'identifier, mais finalement, qu'est-ce qui a amené le burn-out? Qu'est-ce qui m'a amené à cela? Dans mon environnement peut-être, mais aussi dans qui je suis et dans mon positionnement, pour que ce soit pour pouvoir être dans quelque chose de plus de plus ajusté et d'entendre d'entendre ce que le burn-out est venu apporter. En fait, me dire à ce moment-là. Et c'est vrai que là aussi, je souligne, ça me paraît important, le fait que, comme tu disais si bien, la burn-out invite au changement. Et justement, le fait de ne peut-être pas écouter cette invitation au changement, en fait, c'est peut-être ça aussi qui fera qu'on aura tendance, si on retombe de nouveau dans les travers avant le burn-out, finalement, à en revivre un second et un troisième et un quatrième. Je caricature, mais c'est un peu ça, en fait. Finalement, tant que tu n'auras pas compris la leçon, ça va se reproduire, en fait, en quelque sorte. Donc, c'est d'où l'intérêt d'avoir cette écoute fine, comme tu dis, du pourquoi et du comment je change ça pour améliorer mon état d'être, en fait. Et en quoi le burn-out, justement, pourrait-il être une opportunité de s'ouvrir au champ des possibles ? Alors, merci de poser cette question, Sophie, puisque, alors sans minimiser vraiment la douleur qui peut être vécue lorsqu'on traverse un burn-out, je reviens sur la notion d'optimisme tout à l'heure et de réalisme, vraiment sans la minimiser. Moi, je pense réellement que c'est une opportunité. En tout cas, j'y vois une opportunité. Alors, en quoi pour répondre à ta question, tu vois, je vais oser parler de ma propre expérience. Là, j'ai vécu moi-même un burn-out il y a 4 ans. Et donc là, j'en parle plutôt à ce niveau-là. Cette expérience, pour moi, a été, je pense, une des plus importantes, d'une grande importance dans mon parcours de vie,
tant professionnel, puisque c'était plutôt dans la sphère professionnelle, mais finalement que personnel. Alors, oui, c'est certain qu'on souhaiterait plutôt éviter d'en arriver là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai à cœur d'accompagner les enfants, les adultes dans une dimension finalement préventive. Mais pourtant, c'est parce que je suis arrivée là, et donc ça après chacun son histoire, mais que j'ai pu ouvrir d'autres portes. Je me dis avec du recul qu'il a fallu que je passe par cette étape-là pour vraiment avoir un peu un électrochoc ou une réaction, vraiment une prise de conscience un peu différente. Et ça a vraiment été ouvrir une porte vers une meilleure connaissance de moi, de mon mode de fonctionnement, de mon profil de fonctionnement. Voilà, j'ai pu mettre des termes, en tout cas de découvrir grâce à certains professionnels vraiment bienveillants que peut-être, tiens, la sensibilité élevée était par là, etc. Et donc, voilà, en tout cas, d'une meilleure connaissance de moi, de pouvoir vraiment aussi aller vers quelque chose de l'ordre de la reconnexion à qui l'on est. Hein, on revenait toujours, j'en reviens à ces drivers dans lesquels finalement on se construit par rapport à plein de choses. On peut mettre des masques et puis petit à petit, on découvre. Ce burn-out peut amener aussi à aller petit à petit à découvrir un petit peu plus qui l'on est. Et puis à faire des choix, à continuer à faire des choix, parce que je pense qu'on fait toujours des choix. Même là où on a l'impression qu'on fait pas un choix, on fait un choix. Donc vraiment dans les choix de réaliser, pour continuer mon chemin professionnel, mon chemin de vie. Et donc oui, je pense que vraiment c'est une opportunité pour aller ouvrir des champs des possibles à la condition. Je pense vraiment une condition que l'on fasse ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'on fasse le choix d'entendre ce que vient me dire burn-out. Et oui, c'est douloureux de prendre ce temps d'entendre ce que vient de dire le burn-out, mais ça me semble important de traverser cette réalité-là. Donc vraiment, ça me semble une condition importante pour la transformer en opportunité, c'est à la fois d'entendre ce que le burn-out vient nous dire, et à la fois aussi de faire le choix, une fois qu'on a retrouvé nos ressources, parce qu'en effet, ça demande de retrouver, se reconnecter et regagner vraiment, c'est toutes ces ressources, d'agir vraiment en conscience et en responsabilité pour créer, des nouveaux possibles. Il y a le besoin après de prendre en charge quelque chose et d'y aller. Alors, avec l'aide, je ne dis pas qu'on fait ça seul, on va pas revenir dans le travers du sois fort, etc. On peut être accompagné dans ces étapes-là, mais on peut créer des possibles à partir du moment aussi où il y a une étape où on fait des choix, on y va, on réussit, on retombe, on recommence. On n'est pas forcément toujours au top de sa confiance quand on le fait, mais pourtant on y va. Voilà, donc voilà, je dirais qu'il y a ces conditions-là. Qui demande à être dans quelque chose j'aime bien ce terme de responsabilité, sans que ça mette une pression incroyable quand je parle du terme de responsabilité, mais ça me semble en tout cas important de prendre sa part de responsabilité. Ouais, et je rebondis vraiment là-dessus parce que ça me fait penser, pour le coup, là, je partage une anecdote me concernant. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai vécu plusieurs relations toxiques et toujours pareil. Comme je les comprenais pas, elles revenaient toujours plus en plus toxiques, on va dire. Et justement, j'ai eu besoin de vivre une relation particulièrement toxique pour moi, pour justement me dire attends. Donc du coup, après, c'est un peu le même phénomène en fait que le burn-out, c'est-à-dire j'étais en épuisement psychique et donc j'ai dû passer par la phase reconstruction. Mais après, je suis passée par la phase en train de me dire attends. Et là, justement, je suis revenue à une reconnexion à moi. Et je crois que c'est vraiment là où je suis partie à ma propre rencontre et je me suis dit attends, là, on va changer. Et c'est là où j'ai commencé à faire tous mes changements dans ma vie, en fait, à me dire maintenant, je vais faire un état des lieux de tout ce qui ne me convient pas et me convient plus. Et je vais reconstruire. Et là, justement, je suis en phase où je construis la nouvelle moi. Mais j'ai dû passer par, justement, un événement douloureux. Donc, ça peut être une relation toxique, ça peut être un burn-out, peu importe. Finalement, c'est vrai que, et je rebondis vraiment sur cette part de responsabilité. Bien sûr, faut pas endosser toute la responsabilité parce que ce n'est pas vrai. Par contre, on a toujours une part de responsabilité dans un événement qui peut être douloureux pour soi. Alors, sur l'instant, quand on le vit douloureusement, c'est un peu
difficile de se l'entendre dire, mais justement de profiter de cette opportunité pour rebondir et justement se reconstruire plus en phase, en fait, avec qui l'on est vraiment. Donc, c'est toujours ce retour à l'être, en fait, tout simplement. J'aime beaucoup ce que tu dis de se reconnecter, enfin, pas se reconnecter à soi, tu as dit aller à sa rencontre. C'est ça, exactement. Ouais, j'aime beaucoup ce terme-là. Et oui, voilà, c'est pas, le burn-out, c'est pas une fin en soi, en tout cas, ce que je veux dire. C'est vraiment, pour moi, c'est une étape de vie qui amène vers d'autres choses. Et c'est vrai que quand on y est, je sens minimiser vraiment cette étape-là, eh bien, parfois on ne voit pas ça et c'est normal. Tout à fait. Donc ça demande du temps. Et ce qui est compliqué, je pense, aujourd'hui, c'est cette notion de temps. Exactement. Parce qu'on est dans une société où, limite, on n'a pas le temps. Ah ben, t'as un burn-out, c'est bon, tu reviens Mais en réalité, il y a quelque chose de la notion du temps. Et je trouve que ça met une charge mentale là aussi qui n'est pas évidente à gérer. Et c'est vrai que pour le temps, de nouveau, dans la société, on est toujours dans dépêche-toi, faut aller de plus en plus vite. Mais si tu regardes dans une vie, finalement, le temps d'un burn-out, si tu prends le temps de prendre soin de cet événement douloureux qu'on peut traverser, ben, en fait, c'est pas si long dans une vie. Mais ça paraît long quand tu te places dans, j'allais dire, dans cette espèce de mouvement perpétuel dans lequel nous vivons tous, en fait, on oublie, en fait, et c'est vrai que c'est vraiment important, ça demande du temps, mais si on fait le ratio avec notre durée de vie, finalement, c'est pas si long. Non. Et justement, le fait de pas prendre le temps d'accueillir ce qui se passe à cet instant-là, bah, on va perdre encore du temps finalement parce que ça va peut-être revenir. Et là, par contre, ça va être long, tu vois, si on reprend de nouveau le ratio d'une durée de vie moyenne, quoi, d'un individu. Ouais, et après, c'est toujours, comme tu le disais, aussi une histoire d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a aussi un moment où je vais arrêter de regarder, de juste rester focalisé sur ce qui s'est passé et je vais me mettre en action. C'est vrai que c'est pas évident, c'est de mettre le curseur. Mais il y a un moment donné, en revanche, il va falloir y aller aussi. Quand je dis il va falloir y aller, c'est de pouvoir se remettre en mouvement dans l'imperfection. Dans de l'imperfection, parce qu'en réalité, c'est vrai que quand on a envie de se remettre en mouvement, on a envie de se remettre en mouvement dans quelque chose qui serait clairement balisé, sécure, où on voit très bien ce qu'on va faire, combien d'années, etc. Il y a un peu cette idée-là. Et en réalité, ben non, je vais continuer à me mettre en mouvement, pas à pas. Et oui, peut-être que il y a des choses autour du burn-out dont je vais prendre conscience plus tard. Une fois que je me serai remise en mouvement, où ça va aller, il y aura une conscience plus accrue. En tout cas, c'est une situation burn-out qui ne laisse pas sans radar. Je dis à un moment donné, quand on a traversé un burn-out, il y a des. Si on a entendu ce qui s'était passé à ce moment-là, on a été à l'écoute de cela. Eh bien, on a ces petits radars là qui sont là pour quand même nous. Dont on a tout intérêt, en tout cas, à entendre régulièrement. Et je rebondis là-dessus, c'est pareil si je fais mon parallèle avec une relation toxique. Là aussi, tu vas avoir les radars pour justement éviter de retomber de nouveau dans ces travers-là. Donc en fait, de nouveau, ça en vient. Tout est apprentissage, en fait, tout est expérience et en fait, d'en tirer finalement des apprentissages pour nous permettre de poursuivre notre chemin plus sereinement, en fait, en quelque sorte. D'où cette phrase que j'aime bien, l'important c'est le chemin. Exactement, tout à fait. Plein de choses. Et alors, pour terminer, quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange ? Un mot. Aïe. Difficile de conclure avec un seul mot. Et si tu en es d'accord, je clôturerai avec une citation. Une citation de Carl Gustav Jung qui dit que, elle me semble assez appropriée par rapport au sujet, qui disait donc que les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Tout est dit. Voilà. En tout cas, un très très grand merci Sylvie, c'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi, donc vraiment merci. Je te remercie également et je remercie à tous pour votre écoute. À bientôt.
Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler à 2-3 personnes autour de vous ou à le partager en story sur Instagram. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. À bientôt.